Bonjour à tous, bienvenue à notre webinaire La fin des cookies tiers et l'ère du First Party Data, optimisez vos stratégies numériques. Donc, je commence tout de suite avec mes petites housekeeping, comme on dit, si vous me permettez l'anglicisme. Juste pour vous rappeler que vous pouvez poser vos questions via la boîte de discussion dans GoToWebinar à tout moment dans la présentation. On va les prendre à la fin, dans la mesure du possible avec le temps qui va nous rester à la fin de la présentation. Le webinaire aussi est enregistré et je vous rappelle qu'il est envoyé à la fin de la journée aujourd'hui ou demain matin. C'est envoyé par courriel à tous les inscrits, qu'ils soient connectés ou non. Donc, vous recevrez ça plus tard aujourd'hui probablement. Donc, aujourd'hui, on parle des cookies tiers. C'est un sujet chaud, en fait, mais chaud depuis un bon bout de temps parce que ça fait déjà plus d'un an que ça a été annoncé que Google allait retirer les cookies tiers de son navigateur. Donc, on s'est dit, avec le temps qui a passé, il y a eu beaucoup de discussions sur le sujet. C'était peut-être le temps pour nous d'ajouter notre petit grain de sel à cette discussion-là. Pour ce faire, on a aujourd'hui Pascal Guay, notre présidente, et Sophie Lamarche, directrice service conseil, qui vont voir avec vous comment naviguer à travers ces cookies et ces données de vos clients. Donc, sans plus attendre, vous pouvez débuter, mesdames. Merci. Ça nous fait plaisir d'être là. Vous allez voir, ça se voit une discussion entre moi et Sophie dans laquelle on vous intègre un peu, puis on essaie d'aller vous donner un petit peu nos inputs, ce que nous on voit, ce que nous on perçoit. C'est comme n'importe quoi, on ne sait pas ce qui va arriver l'année prochaine. Il va peut-être avoir d'autres choses, des nouveaux cookies qui ne seront pas des cookies, peu importe, mais la situation actuelle, on pense qu'il y a des opportunités pour vous et c'est un petit peu pour ça qu'on voulait vous faire cette présentation-ci. Alors, Sophie, je vais te laisser la parole sur celle-ci. Oui, notre belle genre à cookies. Juste partir le tout, peut-être juste pour se remettre en lignée, de bien comprendre quand on parle de zéro data, first party cookie ou first party data, second puis third, juste un petit peu de se remettre là-dedans, voir qu'est-ce que c'est, de se recadrer. Donc, le zéro, évidemment, c'est pas de cookie, mais c'est par contre de la data, de la donnée. C'est vraiment quand une personne va venir nous donner l'information intentionnellement. Donc, elle veut bien partager certaines informations avec nous. C'est ce qu'on appelle le zéro. Le first, ben, on le sait, ça peut être des first cookies, donc des cookies sur nos propres écosystèmes numériques, donc notre propre donnée de nos clients, de nos visiteurs qui viennent sur notre écosystème. Ça peut être aussi, évidemment, des transactions. Si on a un détaillant, on a des transactions. Ça fait partie de ces données-là aussi. Le second party, c'est un petit peu moins utilisé. C'est souvent utilisé quand on travaille avec des partenaires de confiance. On fait des conférences, on participe à des conférences. Les gens qui ont participé ont donné de l'information. Celle-ci, elle nous est partagée. Fait évidemment, c'est une donnée qui nous appartient pas, qui appartient à notre partenaire, mais c'est quand même plus proche de nous parce que c'est une entente qu'on a avec quelqu'un de confiance. Le third party, c'est celui qui va disparaître, c'est celui il est bien méchant, ce third party cookie-là. Il était bien bon au début, mais on l'a peut-être surutilisé. Évidemment, c'est souvent utilisé par des agences. C'est des cookies qui sont sur des navigateurs web, qui sont souvent utilisés en prospection, évidemment, en acquisition, et c'est utilisé en mode achat. Donc, j'achète de la donnée provenant d'un revendeur. Donc, évidemment, il y a un but mercantile pour celui qui revend cette donnée-là. Pour moi, annonceur qui l'achète, ben j'achète pour faire une certaine action, donc dans un temps limité, cette donnée-là. Cette donnée-là, elle est évidemment quand même relativement générique, puis elle ne m'appartient pas. Fait que c'est juste le zéro et le first qui m'appartient vraiment. Si on va un petit peu à comparer le first qui nous appartient versus le third, comme je disais tantôt, la data première partie,
c'est vraiment un but plus de rétention à la base, mais qui nous aide aussi à notre acquisition. Il y a beaucoup, beaucoup d'enrichissement de la connaissance parce que c'est à nous, on a toute l'information de nos contacts, de nos clients, de leur parcours sur notre site, de leur parcours à travers nos magasins, si on a des magasins. Fait que c'est beaucoup d'informations très précises parce que c'est par rapport à ma marque, par rapport à mes produits, par rapport à ceux qui me suivent. Versus le third party, ben, c'est beaucoup une information un petit peu moins complète, évidemment, beaucoup plus générique parce qu'elle est amalgamée, elle ne m'appartient pas, elle est sur différents sites, sur différents comportements. Évidemment, ma donnée à moi, je la partage pas avec mes compétiteurs. Celle que j'achète en third party, ben mon compétiteur peut faire la même chose. Donc, on se retrouve à aller cibler le même bassin. Puis ça, on le sait, hein, Pascal, c'est pas toujours le fun quand un client vient pour faire une super belle campagne, puis il cible exactement les personnes que son compétiteur cible. Fait que c'est pas tellement agréable. Exact. Puis, je donne souvent l'exemple, je me suis acheté pendant la COVID, on voulait pas trop sortir, fait que je me suis acheté un truc là, pour les fines herbes, là, genre un petit jardin intérieur avec une lumière. Je l'ai acheté, j'ai vu la publicité probablement en ligne, je l'ai acheté. Cette entreprise-là a continué sur tous mes réseaux sociaux, sur certaines pages où il y avait de la publicité, à me faire la promotion de ce produit-là. Mais en plus de ça, là, ses compétiteurs se sont ajoutés. Donc là, il y a été un bout de temps où à chaque fois que j'ouvrais un ordinateur ou que j'ouvrais une page sur le web, j'avais toujours la promotion de ces choses-là. Donc, comme tu disais un peu, on l'a peut-être surutilisé, ben, possiblement, effectivement, mais c'est de valeur qu'elle disparaisse parce que, à quelque part, c'était vraiment un outil vraiment super puissant au niveau des stratégies d'acquisition. Donc, c'est ce qui va être beaucoup perdu là, par rapport à cette disparition-là. Là. Mais je pense que possiblement, puis tu le disais en partant, possiblement qu'il y a des gens qui vont redévelopper, puis j'entendais parler à différentes conférences, il y en a qui sont en train de regarder, avoir d'autres façons d'apporter cette information-là. C'est sûr que bien utilisé, c'est une belle richesse. Oui. C'est juste le côté mal utilisé ou surutilisé qui vient faire mal. Si on repart dans le comparatif, bien évidemment, le first party data, c'est gratuit, ça m'appartient. J'ai pas besoin d'acheter cette donnée-là versus l'autre. Ben, ça donne un coût à mon acquisition que j'aurais pas si j'ai ma propre donnée. Fait que ça vient rajouter un petit coût quand on parle en mode acquisition. Et est-ce qu'elle est recueillie vraiment avec un consentement, avec transparence? Non. Fait qu'il y a ce côté-là aussi qui est un petit peu plus négatif. Exact. Par rapport au consentement, on va le voir. Là. On parle, il y a une loi qui s'en vient, là, je pense que c'est la loi 64. Puis dans le fond, moi, j'ai l'impression qu'on va se retrouver avec un peu la même chose que le RGPD. Là. On va devoir sur les pages web demander aux gens l'autorisation de récupérer des données. Donc, vous savez, on le voit déjà sur plusieurs sites, là, le petit pop-up en bas qui dit, est-ce que vous êtes correct? Écoutez, moi, c'est sûr que je suis dans le domaine, fait que je suis peut-être pas un bon exemple. Peut-être qu'il y en a qui vont plus les fermer, mais c'est arrivé 0 fois là, que j'ai dit que je voulais pas ou que j'ai dit ne pas suivre. Je le sais, puis c'est ça qu'il va falloir démystifier. Je sais que les cookies, c'est pas juste pour recueillir de l'information, ça va conserver de l'information sur toi, ça va t'aider dans ta navigation aussi. Donc, mais j'ai comme l'impression qu'au Québec, c'est ce qui va arriver. Ceux qui travaillent avec des entreprises européennes, avec le RGPD, ont dû de toute façon passer à ça. Donc, je pense que ça va être quelque chose qui va arriver ici où, on va la recueillir, comme tu dis, en transparence. On va inviter les gens à confirmer que tout est correct avec eux. Mais c'est ça. Donc, c'était juste un petit point que je voulais rajouter là-dessus. Ouais. Il y avait un exemple, ça me vient parce que j'assistais à une conférence virtuelle, évidemment. Puis la personne donnait un bel exemple parce que comme toi, il était dans le domaine, puis il disait, moi, j'ai fermé les cookies quand je naviguais parce qu'il cherchait un cadeau, il cherchait une bague de fiançailles pour sa blonde. Puis il dit, je voulais pas qu'elle se retrouve sur mon ordinateur après ça, puis qu'il y ait des spams, puis plein de publicités sur des bagues de fiançailles, puis que mon cadeau soit comme elle va le savoir d'avance, tu sais. Fait que c'est une chose comme ça. Fait que lui, par conscience, il l'a fermé. Donc, le côté plate de ça, c'est que toutes ces données, c'est perdu. Fait que tu peux plus après ça personnaliser. Fait qu'il y a des petites choses qu'on peut travailler à ce niveau-là, justement, pour rendre la navigation plus personnalisée et plus agréable pour le consommateur. Exact, tout à fait.
Dans le fond, justement, les bénéfices, parce que là, on parle de données, on parle de first party données, data, mais le first party cookie, en fait, c'est le cookie, comme on disait, qui vous appartient, qui est sur votre site web, qui vous permet quand même de reconnaître votre client, d'identifier vos prospects potentiels. Dans le fond, c'est un peu comme la différence, en fait, comme nous, chez Dialogue Insight, là, notre first party cookie, les gens vont l'utiliser beaucoup pour vraiment aller chercher de l'information plus détaillée sur les clients, faire le suivi du parcours sur le site web, associer une visite anonyme à un utilisateur reconnu. Donc, c'est vraiment quelque chose que vous mettez sur votre site web, exactement de la même façon que vous mettez le cookie là, de Google Analytics, là, pour ceux qui connaissent, qui sont plus familiers avec ça. Et dans le fond, ce qui se fait, c'est qu'au fur et à mesure que les clients viennent visiter votre site, vous conservez l'information. La grosse différence entre le first party cookie et les cookies comme Google, en fait, c'est que vous êtes capable de faire un lien entre votre client et sa visite. Alors que chez Google, depuis toujours, ils ont toujours dit qu'ils ne voulaient pas avoir de l'information nominative pour reconnaître des clients. C'est même dans leurs règles, tu peux pas. Donc, alors qu'un first party cookie, il y a vraiment, la visite est associée à la personne. Et dès qu'une personne s'authentifie, que ce soit à partir d'un clic dans un email, à partir d'un formulaire qu'elle a complété, dès qu'on est capable de faire un lien, à ce moment-là, on vient vraiment associer l'information de la visite à l'utilisateur qui vient de se connecter ou qui vient de cliquer sur un lien. Ce que ça permet aussi avec le first party cookie, ça permet d'ajuster des tactiques selon le temps de visite ou le nombre de pages visitées. Par exemple, on en parle quand je dis reconnaître votre client, identifier vos prospects. Je disais tout à l'heure, ça se peut on va probablement avoir à terme la majorité des sites web qui vont offrir l'opportunité de traquer les cookies ou non. Donc, on a déjà quelque chose dans la page qui nous demande de faire une action. Donc, ce qu'on ne voudra pas, c'est retourner avec le pop-up, sa page d'accueil qui dit « Hey, est-ce que tu veux t'inscrire à mon infolette? » Encore moins le pop-up, sa page d'accueil qui t'invite à « Hey, veux-tu t'inscrire à mon infolette? » alors que tu es déjà client. Alors, vraiment, le first party cookie va permettre de dire « Lui, je ne le connais pas, donc je lui offre, alors que mon client, je ne lui offre pas. » Mais le first party aussi, c'est que tu peux déclencher après un nombre de visites, après un certain temps, sur la connaissance que tu as de ton client, tu peux déclencher des choses selon le nombre de pages visitées. Donc, c'est ça qu'on va arriver si, au niveau de l'acquisition, on arrive en tactique d'acquisition, on ne va pas mettre sur la page d'accueil l'inscription à l'infolette ou la promotion d'un produit ou d'un peu importe. On va plutôt essayer d'y aller avec est-ce que le client est engagé avec mon site et si oui, dans le fond, pouvoir le faire. Et en plus de ça, ce que ça permet au niveau du first party cookie, ça permet de savoir à quel moment la personne vient sur le site. Les gens viennent sur le site à partir de courriel, oui, mais ils vont venir sur le site aussi directement à partir de notre domaine. Donc, on est capable de faire le lien aussi, puis de savoir, cette personne-là, finalement, vient plus souvent le matin, le midi, le soir, et dans le fond, peut-être d'orienter nos stratégies communicationnelles au bon moment pour ces gens-là. C'est de la musique, c'est de la musique à mes oreilles quand on dit que par ce cookie-là, on est capable de reconnaître un prospect versus une personne non connue versus un connu. Bien, ça veut dire que tu es capable de personnaliser aussi ton approche à ces gens-là. Ça aussi peut devenir super intéressant au niveau de l'acquisition. Exact. Ça, c'est un exemple, dans le fond, de timeline que ça génère. Dans le fond, on est capable de voir à partir, quand c'est un outil qui est intégré, là, comme je disais, Dialogue Insight, on est intégré. Donc, ça veut dire qu'on a tout le trajet du client, son parcours, donc le nombre de fois qu'il a visité. Vous voyez ici, là, dans le fond, en juin, il y a eu 2 envois. Il y a une visite web qui est arrivée, qui est sur le site web avec, si on clique sur voir la notification, c'est la petite fenêtre que vous voyez en bas. Vous voyez vraiment les pages sur lesquelles la personne est arrivée, la personne a cliqué, la personne a fait des actions. C'est super intéressant si on vend des produits, on est dans le contexte peut-être du B2B ou on vend des produits à 1 million, on veut vraiment aller analyser, OK, mon prospect il est allé sur quelle page, il a fait quoi? Mais on s'entend que dans un contexte de business to consumer, quand on a 500 000 contacts dans notre base de données, ça fait pas de sens d'aller prendre cette information-là et de la traiter un à un. Donc, ce qu'il faut faire avec ce first party cookie-là ou ce first party data-là qu'on génère, dans le fond, c'est d'aller générer des indicateurs. Il faut transformer cette donnée-là en indicateur pour qu'elle nous aide dans notre démarche. C'est de faire parler notre donnée pour pouvoir optimiser nos connaissances, dans le fond. Exact. Transformer les données, ça veut dire quoi en indicateur? Ça veut dire, si je suis capable, si j'ai l'information sur toutes les pages que la personne a visitées, par exemple, je suis un média et je sais pas, moi, j'ai des articles sur le tourisme, le sport, sur les affaires. Puis, dans le fond, ce que je suis capable de déceler à un certain moment, que la personne, vraiment, de façon
plus spécifique, elle va vraiment tout le temps venir sur les affaires, par exemple. C'est ce qui l'intéresse, autant avec ses visites qu'avec quand j'envoie des courriels. Mais à ce moment-là, on est capable de prendre toute cette information-là et d'identifier cette personne-là, de dire cette personne-là est intéressée aux affaires. Donc, quand j'envoie des courriels, je vais afficher les contenus des affaires en premier ou je vais vraiment plus miser sur des éléments, sur des stratégies par rapport à ça. C'est la même chose au niveau des produits. Si, par exemple, la personne est plus, je m'en vais sur un site puis que ce que je regarde continuellement, c'est par exemple, je m'en vais sur un site d'une pharmacie et ce que je regarde continuellement, c'est des traitements pour les crèmes pour le visage. Mais à ce moment-là, on est capable de détecter que la personne a un intérêt là-dessus et c'est ça qu'on va plus lui pousser. Donc, c'est une des choses qui est intéressante avec le First Party Cookie, c'est qu'on va générer de la donnée, mais on peut la transformer. On peut faire des campagnes de réengagement aussi. La dernière visite, quand est-ce que la personne est venue la dernière fois sur le site, mais également, est-ce qu'on est capable de comparer s'il y a une perte d'engagement? Par exemple, si on avait quelqu'un qui venait d'une façon de base régulière à tous les mois, on calculait 4 visites par mois, puis que là, ça fait 2 mois que la personne a fait juste une visite par mois. Pardon? On est capable de réagir puis de leur faire venir plus souvent à ce moment-là. Exact. Exact, tout à fait. Meilleur moment, j'en parle tout à l'heure, la journée, l'heure que la personne vient, fait, par exemple, si je suis dans le domaine justement de la pharmacie, comme je disais, peut-être que la personne va plus souvent la fin de semaine venir voir mes trucs. Donc, peut-être qu'à ce moment-là, c'est le bon timing pour envoyer des communications au lieu de les envoyer le jeudi ou les envoyer le mardi. Et bien entendu, aussi, ce qui peut être fait avec le First Party Cookie, c'est dans le fond déclencher des envois automatisés. Suite à une visite, on peut assez quand même aisément dire, je veux, lorsque la personne a visité mon site, qu'elle a visité cette page-là, après un certain temps, un certain délai, je veux lui envoyer, ici j'ai un exemple justement sur un marketing automatisé, de quelle façon concrètement cette donnée-là peut être exploitée. C'est que dans le fond, dans un marketing automatisé, par exemple, prenez par exemple, vous organisez un webinaire. Vous avez une page sur votre site web qui fait la promotion du webinaire. Donc, vous entrez la page du webinaire. Vous validez après un certain temps, au bout de 30 minutes, vous validez est-ce que la personne a visité la page. Vous faites une validation. Est-ce qu'elle s'est inscrite? La réponse, c'est non, elle ne s'est pas inscrite. Donc, vous pouvez, au bout de 30 minutes, lui envoyer un courriel. Bien entendu, si vous la connaissez, parce que dans le cas du marketing auto, il faut reconnaître la personne, il faut avoir son adresse électronique. Vous lui envoyez un courriel. Puis, vous décidez, est-ce que je lui envoie parce qu'elle a visité 4 pages? Est-ce que je peux mettre des règles supplémentaires qui vont vraiment me permettre d'aller peaufiner et d'aller envoyer de l'information. C'est un peu la façon aussi qui est utilisée pour faire des paniers abandonnés d'ailleurs. Oui. Donc, c'est certaines règles. Dans le fond, le First Party Cookie va vraiment nous permettre d'aller exploiter cette donnée-là pour rentrer en communication avec notre client qu'on connaît, bien entendu. C'est pour ça qu'on va parler tout à l'heure un peu plus des tactiques d'acquisition parce qu'on en parlait, là, le Third Party Cookie, c'était vraiment plus des tactiques d'acquisition qui étaient Tu parles d'acquisition, puis cet exemple-là pourrait servir aussi à un prospect, un nom connu, mais au lieu de le mettre dans un scénario automatisé, on pourrait travailler avec un intercept, par exemple, après tant de temps sur une page, la personne a cliqué sur une autre page, oups, ça démontre un certain intérêt, là, on peut arriver avec un intercept à ce moment-là, soit pour lui demander de s'identifier ou pour lui demander de s'inscrire à une infolette ou à une autre action, mais on peut travailler quand même en mode acquisition, mais c'est sûr que ça ne serait pas dans un scénario automatisé à ce moment-là de la même façon. Exact, exact. Puis, tu sais, moi, ce que je parlais avec quelqu'un, hier, puis ce qu'on disait, c'est toutes les tactiques vont être bonnes. Même maintenant, là, les petits chats, là, quand tu arrives sur un site, les petits chats, là, ils te demandent maintenant, pour pas qu'on perde la communication, seulement par la communication, donnez-moi votre adresse électronique. C'est quasiment la première chose. Donc, c'est vraiment, on change le focus maintenant. C'est que ce qu'il faut, c'est que dès qu'une personne va venir sur le site, il va falloir qu'on essaie de capter son intérêt puis d'aller, dans le fond, aller chercher son adresse courriel ou aller chercher de l'information pour communiquer avec elle. Je pense que c'est ça qui va changer, tu sais, beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est de, justement, puis tu l'as dit, c'est vraiment de changer notre façon de faire, notre façon de travailler. Puis oui, on va garder un mode d'acquisition, mais l'acquisition va se faire différemment. La rétention va peut-être venir plus forte. Puis le bassin de contact, autant de contacts connus que non connus, va devenir de plus en plus important. Puis c'est ça qu'il va falloir vraiment travailler, je pense. Exact, exact.
Vas-y. Ça devient vraiment une stratégie, là, tu sais, t'as tes clients, tes visiteurs, ben ils sont embriqués, ils font partie de ta pyramide de contacts, ils font partie de ton bassin. Après ça, c'est ta zéro data, donc la donnée déclarative de ces personnes-là, plus la donnée transactionnelle, plus la donnée accumulée par les cookies. Tu captes tout ça, tu es capable d'unifier, tu es capable de reconnaître tes gens, de les identifier un à un, de voir un profil global d'une personne, d'analyser tout ça pour vraiment amener nos stratégies à ce qu'on appelle des stratégies via la donnée, le data-driven strategy, que ça fait des années, mais des années qu'on parle. Ben, je pense que merci COVID, merci les années aujourd'hui, on y arrive vraiment, là. Mais on le voit aussi, hein, puis ça fait 20 ans qu'on est dans le domaine. Puis, ben, en fait, moi, je suis dans le domaine. Bon, je ne vais pas dire quel âge que j'ai, mais ça fait à peu près aussi longtemps que tu es aussi dans le domaine. Mais on voit vraiment un tournant là, depuis quelques années, depuis 1 an ou 2, un tournant où la proximité avec le client est plus important en ligne parce que le client, on ne le voyait pas, parce que le client, donc il y a vraiment eu la dernière année, comme tu dis, merci à COVID, il y a eu des éléments positifs, mais je pense que c'est un des éléments positifs, c'est que les entreprises n'ont pas eu le choix de se retourner puis de faire attention à leur clientèle, de conserver, de communiquer avec elle et de garder un lien direct avec elle. Et puis souvent, on en parlait de connaître ton client comme dans l'ancien temps, dire quand il arrivait dans ton magasin, tu étais capable de le reconnaître. Ben, puis ça fait longtemps qu'on dit que c'est ça qu'on veut recréer. Ben là, je pense qu'on arrive à ça, mais avec les bons outils, évidemment. Exact. Ben oui, ça me fait penser exactement. Je faisais une conférence avec la Toile des communicateurs en 2002-2003. Je pense que j'avais effectivement donné ça. C'est quand, dans le temps, lorsqu'on allait dans le magasin général, on parlait avec la personne. La personne, elle savait on était qui, on avait combien d'enfants, ce qu'on avait acheté la semaine passée, c'est quoi qu'on aimait. Donc, on arrive là avec des systèmes qui vont nous permettre de connecter toute cette information-là ensemble, ce qu'on appelle le CDP, Customer Data Platform. Donc, tu connectes toute ta donnée, puis à ce moment-là, tu es capable d'avoir la vue, tu es capable de vraiment aller communiquer avec la personne de façon personnalisée, aller sélectionner à qui tu dois parler. Donc, et c'est sûr que ce qu'on fait, c'est reproduire ça dans un mode comme technologique, systématiser finalement ça parce que, comme on dit, maintenant, les gens magasinent sur le web, donc ils ne sont pas toujours en magasin, donc il fallait qu'on aille là. Mais en plus, avec les magasins, les heures d'ouverture qui sont de plus en plus longues, tu as 5-6 personnes qui travaillent, donc c'est pas toujours la même personne, donc ils n'ont pas la proximité qu'il y avait dans ce temps-là. Donc, ça en prend des systèmes pour aller tout puiser cette information-là, puis la rendre disponible justement pour personnaliser. Oui. Puis les trucs qu'ils utilisaient pour apprendre à connaître une nouvelle personne qui rentrait en magasin, ben nous, on les applique version digitale, puis justement, ça amène au RCU, le référentiel unique client. Quand on parle d'un prospect, quand tantôt on parlait, on est capable d'identifier un connu versus d'un non connu. Ben pour le non connu, je vais voir son comportement web avec mon first party cookie. Ben je vais être capable de définir son comportement web. Aussitôt qu'il va soit me laisser une adresse courriel ou qu'il va me laisser une certaine donnée déclarative, je vais être capable de commencer à bâtir ce petit profil-là qui va peut-être être très restreint au départ, mais parce que j'ai son comportement web, je suis quand même capable de donner un petit peu plus de personnalisation, d'y amener une saveur plus proche de lui pour y amener une pertinence par rapport à ce que j'ai sur lui. Fait que c'est déjà un bon pas de fait, là. Exact, exact. On en parlait tantôt, dans le fond, de demander la permission. Là, dans le fond, ça, c'est des exemples qu'on voit là, pour accepter les cookies, ou refuser ou aller voir les paramètres qui sont là. Et dans le fond, comme tu disais, la vue 360, parce que quand on a un visiteur ou un prospect, on n'a pas toute l'information, mais la vue 360, c'est tout ce qu'on a sur le client. Ça passe même les informations sur les demandes d'informations, les habitudes d'achat, quel canal de communication la personne a, au niveau démographique, ses coordonnées, bien entendu, ses transactions, ses visites, son comportement. Donc, c'est plein d'informations qu'on va accumuler puis qu'on va créer ce qu'on appelle le référentiel client unique, qui est vraiment la vue 360 pour pouvoir aller chercher de l'information le plus possible sur le client puis d'être capable, après ça, d'utiliser cette information-là pour conserver son intérêt. Tout à fait. Puis de bien l'utiliser, de l'utiliser intelligemment. On ne le dira jamais assez souvent. Exact. Adopter une
d'adapter toutes nos stratégies maintenant. Parce que c'est bien beau d'avoir toute cette information-là, mais il faut être capable d'enrichir ce qu'on fait, de regarder différemment ce qu'on fait, de se pousser aussi à d'autres choses. Ça nous amène aussi à regarder nos consommateurs, nos prospects, puis ça me fait rire le happy customer, parce qu'on sait que pour conserver la rétention, fidéliser nos clients, ben oui, il faut les garder heureux, ces petits clients-là, ces petits contacts-là. Puis on le sait que l'acquisition, ça fait des années qu'on dit l'acquisition, c'est plus coûteux que de faire de la rétention, que de faire de la fidélisation. Donc, le relationnel devient de plus en plus important. Mais il faut aussi le travailler en fonction d'augmenter la valeur de nos clients, augmenter financièrement, augmenter aussi par rapport à son engagement envers nous pour le transformer en ambassadeur de notre marque. Il n'y a rien de mieux qu'un client qui parle de nous à ses amis. Exact. Les meilleurs clients, tu sais. Exact. Puis on voit des exemples maintenant, là, des exemples, puis c'est un peu les exemples d'acquisition qu'on a vu venir dans les dernières années. C'est dans le fond, comme par exemple, j'ai essayé le HelloFresh pendant les vacances, pendant les vacances. C'est pas vrai, c'était pas les vacances, là, mais j'ai essayé le HelloFresh depuis un mois à peu près. Puis, en fait, c'était des vacances parce que je n'étais plus capable. Vous savez, là, moi, j'habite l'Ontario, donc les restaurants viennent de réouvrir les terrasses. Donc, j'étais tannée de faire à manger. Fait que c'était des vacances de faire à manger, mais j'ai fait à manger pareil, mais au moins, j'avais pas besoin de trouver ce que je voulais. Mais ce qui est intéressant, ce qu'ils font, dans le fond, c'est que, bon, ça fait un mois à peu près, j'ai commencé, mais ce qu'eux vont faire pour créer des ambassadeurs, c'est qu'ils vont m'offrir la possibilité de donner une boîte à un ami. Donc, c'est des genres de choses, je pense qu'on va voir de plus en plus. Il faut identifier nos bons clients, il faut identifier ceux qui peuvent devenir des ambassadeurs et ceux-là vont pouvoir nous référer. Donc, des campagnes de référencement, je pense que c'est quelque chose qu'il va falloir qu'on réfléchisse un peu plus pour justement nous aider à faire de l'acquisition. Puis, ben, la seule façon, c'est qu'il faut que nos clients soient satisfaits du produit qu'on leur offre. Il faut que les clients aiment ce qu'on fait, nous aiment comme compagnie pour qu'il y ait l'intérêt de faire ce transfert-là, puis d'être capable d'inviter leurs amis finalement à participer aussi aux achats ou je cherche mes mots ce matin, excusez, participer finalement à l'évolution de cette compagnie-là parce que c'est pas évident de demander à un client, tu sais, en tant que client, toi, de dire, ben, je te confirme, cette compagnie-là, c'est une bonne compagnie, achète, teste. Tu sais, il faut que tu sois vraiment emballé pour le faire. Fait que, effectivement, ça me ramène à la rétention, justement, pour relationnel, cette balance de communication-là avec ton client, autant de lui demander de la transaction que autant juste à être là, présent pour lui, pour lui faire vivre des expériences plus fun par rapport à ta marque, le fidéliser encore plus par rapport à ta marque. De surveiller aussi toujours ta base de données parce que, tu sais, on parle de rétention, ça veut dire aussi qu'il y a de l'attrition, on garde nos clients, mais on en perd toujours un petit peu. Puis quand on parle d'attrition, ben, c'est une perte de clients, mais ça peut être aussi une perte simplement d'engagement, d'être à l'affût de ça. Si un client qui commence à se désengager, autant d'ouverture de tes communications, il vient moins sur ton site, il ouvre moins ses courriels. Oups, ses transactions ont baissé. D'être à l'affût de ça pour arriver avec des tactiques justement pour réengager ces clients-là, pour aller chercher tes clients qui sont devenus inactifs et eux autres aussi les réengager avant d'aller faire de l'acquisition à l'extérieur, de travailler ce bassin-là. Puis ça, c'est facile à faire avec des scénarios automatisés qui peuvent être déclenchés sur des gestes que nos clients font ou ne font plus. Exact. Puis tu parlais dans le fond du relationnel, parce que lorsqu'on a un produit de consommation avec une fréquence régulière, c'est ça, par exemple, je fais l'épicerie toutes les semaines, je vais au restaurant de façon régulière, puis souvent, bon, on a toujours les mêmes habitudes, fait que souvent on va retourner aux mêmes places, mais lorsque si moi ce que je vends, c'est quelque chose que la personne achète une fois et que peut-être dans 5 ans, par exemple, je vends des tondeuses, ben ça se peut que c'est pendant 20 ans, la personne va pas acheter une tondeuse. Donc, le côté relationnel, c'est sûr que le tondeuse, c'est pas un bon exemple parce qu'envoyer des communications sur la tondeuse, mais ça peut être des communications sur le terrain, sur le gazon, ça, mais le relationnel va devenir important pour continuer à communiquer. Donc, c'est pas juste pour ceux qui vendent des produits à consommation avec une fréquence régulière, mais même ceux, il y avait quelqu'un qui me montrait à un moment donné une entreprise qui vendait des souliers de marche et dans le fond,
on s'entend, là, si tu achètes des souliers de marche, tu vas en acheter juste une fois, tu n'en achèteras pas 5 fois, mais ou tu vas les acheter, puis ça va dans 5 ans, peut-être en acheter un autre, ça dépend combien de fois tu marches par semaine. Mais quand même, ce que l'entreprise avait fait, c'est qu'elle faisait la promotion d'endroits où tu pouvais aller faire de la marche, elle incitait, il y avait comme tout un côté de communication qui n'était pas une communication pour vendre, mais vraiment plus une communication pour garder, pour continuer la relation d'affaires avec la personne. Et je trouvais que c'est un bon exemple. C'est sûr que ça nécessite du contenu, mais comme on dit, ça coûte pas plus cher faire du contenu que faire de l'acquisition non plus. Non, puis ton contenu, souvent, tu l'as en analysant ta base de données, ça va te donner des in pour quoi pousser, quand le pousser. Toute cette information-là, tu l'as. Après ça, tu construis ton contenu. Puis le contenu, ben, tu peux l'utiliser 1 an, 2 ans, 3 ans. Tu fais juste le revamper un petit peu. Puis on le sait, il y a beaucoup de contenu qu'on fait juste aller tweaker des petites choses. Puis on refait une mise à jour, puis c'est correct. Fait que c'est pas des choses qui sont ultimement très, très, très coûteuses. Fait que je pense que ça va devenir, je pense qu'il va falloir vraiment axer sur ça. Puis la fin de cette rétention-là, ça va peut-être aussi de bien travailler toutes les activités pour aller optimiser tes clients engagés, soit de la migration, un client qui est à une échelle plus basse, le migrer vers le haut pour qu'il dépense un petit peu plus ou qu'il vienne plus souvent. Tes clients au milieu, ben, les amener à un step plus haut. Fait que toutes ces stratégies de migration, de migration et d'optimisation de ta dépense vont devenir de plus en plus importantes. Exact, exact. L'acquisition. L'acquisition. Faut pas l'oublier, hein? On l'oublie. Mais bon, il va en rester, puis il va falloir continuer parce que oui, on va toujours perdre des clients. L'attrition, on peut pas mettre un bouchon à notre base de données, malheureusement. Il y a des clients qui s'effritent puis qui s'en vont, puis on a besoin d'aller en chercher d'autres. Mais par contre, ce qui est le fun, c'est toute la richesse qu'on a de notre base de données, puis en plus avec le RCU, une vue complète de nos clients, puis de nos nouveaux contacts, ben, on est capable de définir plus c'est quoi le profil de nos nouvelles personnes, de nos clients les plus engagés, pour essayer d'aller rechercher des clients comme ça. Fait que la richesse de cette information-là va beaucoup, beaucoup, beaucoup nous servir au niveau de l'acquisition. Puis je vais vous donner un exemple qui est nono, mais qui nous fait réfléchir. C'est un client qui était dans le retail, puis juste avant, je pense que c'était avant le Black Friday, il dit, bon, ben OK, on va regarder tout ce qu'on a dans les paniers abandonnés de nos clientèles. Puis on va sortir dans ça certains produits forts, certains produits qui sont super intéressants, mais qui ont été abandonnés par nos clients. Fait qu'il analyse. Évidemment, il fallait qu'il puisse faire son analyse rapidement puis sortir des campagnes rapidement. Donc, il y avait une agilité au niveau de son travail. Mais ils ont été capables de déceler des produits forts, de dire, OK, on va faire des campagnes masse pour aller chercher des prospects, des nouveaux clients avec ces produits-là. Parce que probablement que nos clients les ont oubliés dans leur panier, pas parce qu'ils ne voulaient plus les acheter nécessairement. Ils attendaient peut-être la promotion, ils attendaient peut-être le Black Friday dans 3 semaines, mais c'était des produits qui étaient demandé par sa clientèle. Fait qu'il a pris ces produits-là, puis là, il fait une campagne masse pour justement aller chercher sa nouvelle clientèle, puis une campagne dans des médias traditionnels, dans le digital. Fait qu'il y a d'autres façons d'aller faire de l'acquisition sans nécessairement acheter de la donnée. Les concours, tantôt on parlait de concours, de faire des concours, évidemment des concours intelligents avec des prix intelligents, des prix qui sont reliés à ton produit ou d'essai de produit aussi. J'aimais beaucoup ton idée tantôt du panier parce que tu es une nouvelle cliente, tu essayes un produit, ben ça te tente de le faire essayer à quelqu'un d'autre. C'est toutes des formes d'acquisition qui sont intéressantes puis qui vont nous aider justement à exploiter cette donnée-là aussi. Exact. Puis les concours, écoute, je me souviens, là, on en a fait chez Dialogue Insight dans les débuts des années 2000, au milieu des années 2000. Bien entendu, quand nous, on a commencé, ben, les gens n'avaient même pas de base de données d'adresse électronique. Donc, on partait avec, il faut qu'on aille chercher les adresses électroniques. Donc, le premier réflexe a été d'aller chercher auprès de la clientèle. Mais assez rapidement, on a fait des concours et on en a fait de tous les genres. On en a fait des concours avec de la musique. Il fallait que tu écoutes de la musique puis que tu donnes c'était quoi le nom de la personne. Des concours où tu étais en moto puis dans le fond, tu avais un trajet à faire puis dans le trajet puis selon le nombre de fois. Puis c'était des concours souvent qui étaient sur plusieurs semaines, sur plusieurs choses. On a fait un pool de football avec la CFL pour le football canadien. Donc, c'était toutes des méthodes d'acquisition qui existaient. Le
seul élément qui est important, moi, je pense, quand tu vas chercher des méthodes de l'acquisition, ce que tu veux pas, c'est ce que moi j'appelle les courroyeux de concours. Donc, ce que tu veux, c'est pas aller chercher du monde qui vont faire du bruit dans ta base de données qui sont pas tes clients. Donc, l'idée de dire, ben, je te donne 1 an de pain gratuit, par exemple, ben, tu le sais que la personne, c'est parce qu'elle veut du pain puis qu'elle est sûrement pas allergique au gluten, ou peut-être que oui, mais elle veut, parce que le pain coûte cher, elle veut en avoir pour son argent pour l'année, mais toujours donner quelque chose en lien avec ce qu'on offre, parce que sinon, on se retrouve avec des gens qui sont là, puis sont dans une base de données et qui ne sont pas des gens de valeur et qui n'ont pas un intérêt nécessairement vers la marque. Donc, c'est peut-être la petite chose, si on voit revenir les concours, c'est sûr qu'il y en a toujours, et on en a vu, il y a quelqu'un qui me disait justement hier qu'il en a déjà vu un concours à quelque part. Donc, je pense que peut-être certaines entreprises qui ont déjà recommencé à faire ça pour vraiment aller grossir la base de données. Je me souviens, c'était un des objectifs, justement, dans le milieu des années 2000, avec la majorité de nos clients. L'objectif, c'était de faire de l'acquisition de courriels. C'était un des objectifs qui était très fréquent. Maintenant, les objectifs étaient plus, je veux faire de la rétention, je veux avoir un pourcentage, je veux conserver mon pourcentage d'ouverture, mon pourcentage de clics, c'est ce que je compare. Mais je pense qu'on va aller effectivement vers des stratégies d'acquisition un peu plus direct, je dirais. Tu sais, que tu dis justement, c'est basé aussi sur les objectifs. Puis souvent, on va dire on va parler avec les clients, ils vont dire, ah, mais oui, mais tu sais, j'ai un objectif, je veux optimiser mes clics, je veux optimiser mes taux d'ouverture, mais en même temps, je veux grossir mon réseau de contacts. Ben, il faut une balance justement pour pas venir polluer cette base de données-là, parce qu'une base de données polluée, ben ça coûte cher au bout de la ligne, puis c'est pas ben le fun. Fait il faut toujours la garder en santé, il faut toujours aller voir, valider si elle est correcte à certains moments donnés. Puis il faut aussi mettre en place, je pense, quand on fait des concours, des choses comme ça, des stratégies aussi de conversion. Donc oui, si la personne est arrivée, elle a participé à un concours, ben il faut qu'après ça, je puisse communiquer avec cette personne-là justement pour la réengager, puis l'engager par rapport à mon produit, par rapport à ma marque. Ça, c'est hyper important. Puis oui, effectivement, des fois, on va se dire, ben non, moi, je vais faire un concours qui va ratisser très, très large, mais j'ai ma stratégie de conversion par après pour m'assurer de conserver vraiment des gens qui sont corrects. Puis après ça, ben les autres, on les a pas. Il y a aussi toute la séquence, le journey, quand tu es un prospect, de découverte de la marque, de la considération, puis l'achat, donc la décision. Ben, c'est sûr que tantôt on parlait de l'outil de parcours. Quand tu arrives sur le site web, ben, je suis en découverte. Ben, parce que j'ai un cookie, je suis quand même capable d'aller chercher de l'information. Donc, je commence à pouvoir te reconnaître, mais avec un filtre. Je te connais pas beaucoup, je sais juste à peu près où tu navigues sur mon site, mais au moins, je suis capable de savoir que tu es non connu, que tu es en train de naviguer, qu'est-ce que tu navigues. Et après ça, je suis capable de te pousser un petit quelque chose, que ce soit un intercept, pour t'interpeller créativement, le fun, très transparent pour aller dire, ben ça te tente-tu de me donner certaines informations? Comme ça, je vais être capable de te parler par après de façon pertinente. Puis, ben si je reviens à mon idée du gars qui voulait une bague de fiançailles, ben c'est une belle approche. Donne-moi ton courriel, je vais être capable de personnaliser certaines informations que je vais te repousser. Puis, tu seras pas avec des annonces spam. Donc, la personne à qui tu veux faire le cadeau ne le saura pas. Puis, ben après ça, ben, je suis capable de te convertir en client, donc de t'offrir une offre spécifique sur un produit que tu as déjà commencé à regarder et bang, je t'ai converti en client. Fait que ça, c'est vraiment un cheminement le fun, puis qui va rester transparent avec le prospect, qui va rester proche de ce prospect-là, qui va y amener une certaine pertinence et il va avoir une bonne expérience envers la marque, donc il risque d'être plus fidèle et plus engagé beaucoup plus rapidement. Exact. Pour nous, dans le fond, là, le changement, ben oui, ça va avoir des effets un peu partout. Il faut qu'on s'oriente, il faut qu'on on est un peu déstabilisé. On a déjà été déstabilisé l'année dernière, on va être déstabilisé encore. Mais je pense que c'est un des éléments en marketing qui dans les dernières années, c'est il faut être capable de se virer sur un dessous, comme disaient mes grands-parents. Mais il faut être capable de s'adapter. Et je pense il y a plusieurs entreprises qui l'ont vu et qui ont su s'adapter dans la dernière année.
Je pense que ça apporte beaucoup de bénéfices. Oui, c'est des changements. Oui, ça demande de l'adaptabilité. Mais ultimement, je pense qu'il y a des bénéfices à tout ça. On va être capable d'optimiser nos revenus quand même. Veut pas. Parce qu'on va aller augmenter notre rétention, notre fidélisation. On va augmenter les paniers, les revenus de nos meilleurs clients. On va être capable aussi d'aller en chercher des nouveaux qui vont probablement être encore meilleur parce qu'on va le faire de façon très intelligente. On va acquérir de l'agilité, de la rapidité d'action parce qu'on va être bien outillé pour faire tout ça. On va être capable de bien analyser et de travailler rapidement sur nos actions. Aussi, en automatisant certaines actions, on est capable d'être au bon moment auprès de notre client, puis on est capable d'en faire plus parce que notre équipe, elle en laisse de côté, puis elle en fait d'autres. L'expérience. Puis ça, je pense que c'est un point qui est important. L'agilité, il faut être capable d'avoir accès à ces données-là. Il faut être capable de les exploiter. Et ça, je sais que pour certains, là, c'est un des éléments qui est une problématique. Mais avec tous les outils qui se développent présentement, vous avez de plus en plus de contrôle sur la donnée, mais vous avez en fait de plus en plus la possibilité de l'exploiter, cette donnée-là. Et l'agilité, ça fait partie des éléments. On voit pas, les équipes, on voit pas beaucoup de nos clients que les équipes marketing sont vraiment en expansion puis ils partent de 2 personnes à 7 personnes. On voit même souvent plus l'inverse, que les équipes marketing, il y a beaucoup de changements présentement, il y a beaucoup de personnes qui changent de poste puis tout ça. Donc, on voit certaines mêmes équipes marketing qui diminuent actuellement leurs ressources. Donc, l'agilité, ça va devenir encore quelque chose qui va être super important, être capable de faire des actions. Nous, notre souhait le plus cher, là, depuis qu'on est en affaires avec Dialogue Insight, quand j'ai parti de Dialogue Insight, mon vœu le plus cher, c'est que les gens puissent se concentrer à faire de la stratégie, à trouver les bonnes idées, à regarder leur marché puis voir comment ils peuvent l'attaquer. Puis nous, dans le fond, leur donner tous les outils pour pouvoir mettre ça en place facilement et rapidement. Oui, puis on n'a pas parlé tantôt, mais quand tu montrais, quand on avait en bon français, la slide, sur le CDP, il y a différentes portions, puis on a la portion justement de captage, d'unification. Après ça, on a toute la portion orchestration. Ben c'est ça aussi, tu sais. L'outil peut faire ça à ta place, puis après ça, tu as tout le déploiement, puis l'analyse qui se fait aussi, les résultats sont faciles d'accès, donc tu es capable d'avoir en un clin d'œil puis de faire des tests aussi, tu sais, fait que tu augmentes ton learning, puis tout ça de façon très rapide et facile. Fait que ça, effectivement, c'est de l'or en barre là, pour les équipes, les petites équipes. Puis l'expérience client, ben veut pas, en étant capable de tout faire ça de façon agile, rapide puis plus pertinente, ben l'expérience envers ton client va être juste quintuplée. Puis veut pas, ça vient chercher la perception, ça vient affecter positivement la perception par rapport à ta marque. Puis, ben toutes tes connaissances, ton équipe devient de plus en plus connaissante par rapport à leur clientèle aussi. Fait que je pense que les bénéfices sont là. C'est pas l'étacon qu'on prédit nécessairement. Oui, il y a une perte d'un côté, c'est vrai, mais on est capable de rebalancer nos choses pour arriver à bien travailler puis à aller chercher tous les bénéfices qu'on pouvait voir. Mais c'est sûr que pour ça, faut quand même être organisé, puis vraiment développer collaborativement toutes nos bases de données. Parce que c'est sûr que si on veut, tantôt on disait, il faut connecter toute ta donnée qui peut venir des magasins, qui peut venir du site web, qui peut venir de tes courriels, de toutes tes communications. Bien ça veut dire c'est différentes équipes probablement à l'interne. Fait qu'il faut arrêter de travailler en silo, il faut travailler en mode collaboratif, il faut avoir le buy-in de tout le monde. Que, regarde, c'est comme ça qu'on va vraiment aller chercher, capter notre donnée, qu'on va la ramifier. Ça prend aussi de la gouvernance, comment qu'on utilise. Puis ça, c'est le point, je pense, on n'en a pas parlé, là, mais c'est le point lorsqu'on parle de la loi 64, c'est le gros point de la loi 64 qui est là au niveau de la gouvernance. C'est, je pense que c'est toi qui me disais ça hier, dans le fond, ou avant-hier. Dans le fond, le point, c'est récupérer de la donnée, mais récupérer de la donnée que vous seriez à l'aise vous-même de récupérer. Donc, la donnée que vous devez récupérer, il faut que vous récupériez la donnée qui va être utile pour vous, mais utile pour votre client aussi. En avoir trop, ça donne pas vraiment un avantage parce que ça sert souvent à rien. Donc ça, je pense que c'est un des éléments qui est important, jusqu'où on va aller et de se faire appuyer dans le fond par toutes les gens pour dire, ben est-ce qu'on a vraiment besoin de cette donnée-là dans nos systèmes? À quoi elle va servir cette donnée-là?
puis du comment on va l'utiliser. Oui. Puis si je l'utilise mal, ben ça va faire mal, puis ça sera pas très bon. Puis les gens, de plus en plus, souvent on va dire, ben les gens sont réticents à donner de la donnée. Non, c'est pas vrai. Ils sont pas réticents à la donner si ils ont confiance à qui la donne et du comment ça va être utilisé. Puis à ce moment-là, ils vont avoir confiance parce qu'ils vont voir un bénéfice pour eux au bout de la ligne. Puis il faut pas oublier aussi dans la gouvernance tout ce qui est gestion de la pression commerciale, parce que évidemment, le pauvre petit client qui est bombardé, ben il est bombardé par vous, il est bombardé par l'autre commerçant, il est bombardé par l'autre compagnie qui fait de la communication aussi. Fait qu'il faut faire attention à cette gestion-là. On peut pas gérer les compétiteurs, on peut pas gérer les autres compagnies, mais on peut gérer nous ce qu'on fait et le faire intelligemment, puis se mettre une gouvernance par rapport à ça pour avoir un bon contrôle des communications qui partent. Exact. Justement, sur la pression commerciale, ce que nous, on voit présentement, c'est la pression commerciale, bon, ce qu'on appelle la pression commerciale, c'est la fréquence de communication qu'un client va accepter de recevoir avant qu'il se désabonne. Donc, c'est jusqu'à quel point je peux communiquer avec quelqu'un, combien de messages par semaine je peux lui envoyer. Et ce qu'on voit actuellement, c'est il n'y a pas de limite. C'est vraiment basé selon l'engagement parce que on a certains clients qui envoient 6-7 communications par semaine, mais c'est parce que c'est des gens qui sont engagés avec la marque à tous les jours, à tous les 2 jours. Ils sont vraiment engagés. Mais les gens qui sont pas engagés sont pas rendus là. Donc, il faut à ce moment-là, au niveau de la pression commerciale, l'adapter selon la relation qu'on a avec quelqu'un. Puis c'est un peu comme on dit souvent, là, tu sais, c'est comme quand tu rencontres quelqu'un, ben, tu l'embrasses pas pour la première fois. Tu apprends à le connaître, puis tu apprends, puis tu le vois peut-être pas nécessairement tous les jours non plus. Tu le vois une fois de temps en temps. C'est un peu la même chose avec la relation avec le client, c'est faut apprendre à le connaître, et lorsque vraiment on a un engagement, bien là, à ce moment-là, on peut plus facilement aller augmenter le nombre de communications. Ça dépend aussi du type de produit que tu vends ou du type de contenu que tu pousses. Il y a des contenus, des fois, qui peuvent être, souvent on parle de détaillants, mais ça peut être aussi une entreprise qui pousse du contenu, de l'information. Ben, oui. Ça peut être de l'information que oui, c'est pertinent de l'avoir souvent, puis il y en a d'autres, ben non, du type d'information, tu te dois de laisser plus de délai entre tes communications. Ça m'amène aussi à dire, bon, ben, le troisième point, garde un œil sur ta base de données, ton bassin de contact, hyper important. Puis ça encore, c'est-tu une fois par année, c'est-tu 2 fois par année? Ça dépend de chaque contexte, de chaque client, aussi de ce qui se passe dans la base de données. S'il y a beaucoup d'input, de output, ben, peut-être qu'on va garder un œil plus précis sur cette base de données-là, mais il faut conserver un œil sur les KPI pour s'assurer que notre base de données reste saine. Pour vraiment, après ça, ben, arriver à maximiser la personnalisation, l'automatisation globalement de tous nos contacts qu'on a dans cette base de données-là. Exact. Fait que finalement, là, c'est positif quand même, la perte des cookies. Il y a quand même un côté positif, là. C'est pas... Ben, en fait, je pense que le côté positif, c'est qu'on a d'autres solutions. C'est pas nécessairement, c'est quand même une perte qu'on a, mais il y a d'autres solutions, il y a d'autres choses à faire. Il y a d'autres places où on peut mettre du budget, il y a d'autres places où on peut aller faire de l'acquisition. Mais c'est ça, c'est un changement quand même qui va être assez radical parce qu'il y a quand même, ça fait partie des places où on met beaucoup de budget là, lorsqu'on fait de l'acquisition. Mais si on n'est pas capable, en plus de ça, ben là, on n'est pas en présentiel, on est à distance. Et en tout cas, ça va être, parce que même dans le contexte, on n'en a pas parlé beaucoup, mais c'est la même chose dans le contexte du business to business. Là. Je veux dire, là, présentement, par exemple, je fais une recherche sur une entreprise, en technologie, puis ben je la cherche, puis après ça, ben je m'en vais sur tous mes médias sociaux, je m'en vais, puis là, je la revois, puis je la revois, puis je la revois, puis je la revois. Je fais une recherche sur Google, puis là, je la revois, puis je la revois. Mais c'est ça qui va comme disparaître ou qui va être atténué un peu, puis c'est là où, ben c'est sûr que ça va, quand même, c'est un changement, mais comme je disais tout à l'heure, en marketing, on en a eu des changements. Il n'y a pas une année qu'il n'y a pas des nouveaux outils qui existent, qu'il n'y a pas des nouvelles tactiques, qu'il n'y a pas des nouvelles choses, donc je pense qu'on va passer à travers celui-là aussi. C'est un changement évolutif. C'est ça, exactement. Exactement. Fait que, puis tu sais, c'est pas, c'est comme je dis, c'est quand même quelque chose qu'on perd, mais il y a quand même, ce qu'on voulait aujourd'hui surtout, c'est vous dire qu'il y avait quand même des opportunités, il y avait quand même des choses encore à faire pour aller chercher de la donnée, utiliser tout ce que vous avez en main pour aller générer du first party
data. C'est super intéressant, dont les first party cookies. Mais c'est ça. Donc, parce que les cookies, comme disait Sophie tout à l'heure, ça va vous permettre aussi de comprendre la navigation sur votre site de votre client et de voir aussi selon les personas, selon des types de clientèle, mais quels sont les produits forts qui sont et de pouvoir peut-être faire des corrélations. Bon, un persona, dans le fond, j'imagine que la majorité d'entre vous savez c'est quoi, c'est un regroupement de contacts ou de clients qui ont principalement le même caractère ou la même prépension, en tout cas, à acheter. Mais c'est ça, donc, vous prenez ça, puis vous créez des classeurs de clients, puis après ça, bien, vous êtes capable, avec le first data que vous allez accumuler, vous êtes capable de voir, OK, bien, ces clients-là, c'est ces produits-là qu'ils aiment. Donc, vous allez pouvoir aller faire de l'acquisition de ce type de clients-là auprès d'autres personnes avec ces produits forts-là qui sont spécifiques. Et puis ça, c'est le fun que tu en reparles là, parce qu'on s'était dit qu'on voulait en parler, on voulait l'adresser, puis on ne l'a pas fait. Mais cette information-là, on peut après ça la convertir dans toutes sortes de campagnes, même des campagnes traditionnelles, des campagnes masse, des campagnes ciblées, parce qu'on sait quel produit, quel contenu attire nos prospects et quel produit aussi est riche pour nos clients les plus engagés. On est capable de reprendre ces produits-là, puis que ce soit radio, télé, du digital, peu importe le média qu'on utilise, on est capable de refaire des campagnes en poussant ces produits-là, ces contenus-là, puis on va aller atteindre les cibles qu'on veut aller atteindre aussi. Fait que je pense que c'est cette information-là aussi qu'il ne faut pas oublier puis qu'il faut utiliser. Exact. Écoute, on est dans nos temps, on a terminé. Je ne sais pas si on avait eu des questions. Il y a eu quelques questions. Entre autres, je vais commencer par rappeler que la présentation va être envoyée par courriel, la présentation PowerPoint ainsi que l'enregistrement, parce que j'ai eu quelques questions là-dessus, donc je le rappelle tout de suite. J'ai une question qui pourrait faire en fait l'objet d'un webinaire en soi. Comment réactiver des courriels peu qualifiés avant de juste les supprimer? Ben, c'est sûr que des courriels dormants, dans le fond, là. Des inactifs, des clients qui sont inactifs, de ce que je comprends. Ben, c'est sûr que ça te prend toujours une analyse de voir tes clients inactifs depuis combien de temps. Ça, c'est toujours selon certains contextes. Fait qu'il y a facilement des activités qu'on peut faire par rapport à ça. Puis souvent, quand on va faire des scénarios par rapport à de la réactivation, oui, il va y avoir des courriels, donc l'objet va être hyper important, mais on peut travailler aussi par rapport à d'autres touchpoints qu'on a par rapport avec ces clients-là. J'imagine quelqu'un qui est un détaillant qui a des magasins, ben peut-être qu'on est capable de pousser l'information au système POS, puis quand la personne se présente en magasin, ben d'avoir un contact avec cette personne-là, puis d'avoir un scénario préétabli que le caissier, la caissière ou les gens en magasin sont capables de dire « Oh, cette personne-là est inactive dans nos courriels, mettons. » On est capable d'avoir un engagement avec cette personne-là, un discours avec cette personne-là. Ou peut-être que sur mon Facebook, mon Instagram, je suis capable de pousser des produits pour aller réengager ces gens-là. Fait qu'il y a différentes activités qu'on peut faire au niveau de la réactivation. Mais c'est sûr qu'il faut bien l'analyser. Puis des fois, il y a des inactifs si ça fait trop longtemps qu'ils sont dormants, qu'on n'arrivera pas à réactiver. Il faut regarder qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on ne peut pas faire. Exactement, parce que il y a deux choses au niveau des inactifs et des contacts dormants. Là, on parlait aussi de contacts plus ou moins qualifiés. Donc, ça veut dire que c'est des contacts pour lesquels vous n'avez pas beaucoup d'informations, ce que je comprends. Bien, la première des choses, c'est essayer d'aller voir si vous pouvez aller chercher plus d'informations, parce que si vous n'en avez pas, vous ne savez pas effectivement si c'est un qualifié. Si la personne n'a jamais réagi sur aucune communication, mais que vous avez, il n'y a pas de limite sur la quantité de temps que vous allez pouvoir communiquer avec cette personne-là. C'est sûr que c'est au niveau de la réputation d'envoyeurs là, que si vous avez vraiment une base de données que c'est tous des dormants, ça peut créer certains problèmes parce que les gens vont dire que vous ne faites pas de nettoyage de votre base de données. Mais les systèmes maintenant, lorsque les adresses électroniques sont plus bonnes, ils les enlèvent. On les retire, on n'en voit plus. Mais les adresses en quarantaine, ce qui est important de savoir, c'est qu'il n'y a pas nécessairement de délai. Par contre, c'est peut-être de voir au niveau des communications, peut-être, comme je disais tout à l'heure, au niveau de la pression commerciale, faire moins de communication auprès de ces gens-là, peut-être les surprendre
Vous savez, si vous envoyez toujours une communication à la même heure, la même journée, avec le même type de communication, à quelque part, peut-être les surprendre. J'en ai reçu un justement ce matin de Starbucks. Première des choses, je pense que présentement, je suis pas sûre que c'est la bonne période pour faire ça, mais j'en ai reçu un justement ce matin de Starbucks qui me demandait si je voulais continuer à avoir de leurs nouvelles. Mais parce que j'ai pas pris un Starbucks depuis le mois de mars l'année passée, donc le timing est peut-être pas bon. Quand je vais pouvoir ressortir et que je vais pouvoir aller m'en acheter, ça sera pas la file parce que présentement, je ne sais pas si c'est la même chose au Québec, mais en Ontario, lorsqu'il y a un Starbucks, il y a 15 voitures en arrière de l'autre à chaque fois. Donc, ça va peut-être être plus le moment de le faire. Donc, là, présentement, c'est pas le moment de le faire. Puis sinon, mais c'est plus au niveau de la fréquence. C'est, vous diminuez la fréquence pour voir, est-ce que ça va faire un effet? Vous envoyez une petite communication pour voir. Mais je dirais que je suis pas sûre. On parlait beaucoup de campagne de réengagement. On parlait beaucoup de ça parce qu'on avait quand même une capacité à faire de l'acquisition. Je peux pas dire que ça va nécessairement être encore quelque chose parce que si on a de la difficulté à faire de l'acquisition, puis que là, on prend tous les contacts dormants puis qu'on décide de les enlever de notre base de données, c'est sûr qu'on ne s'aide pas. Là. Fait que je peux pas dire que, comme je dis, avec nos clients présentement, on essaie de campagnes de réengagement plutôt que des campagnes de supprimer des gens. C'est assez rare en fait là qu'on va suggérer à un client de vraiment dire fais une campagne puis si les gens ne cliquent pas je leur envoie plus de communication. C'est pas tout à fait comme ça. Nous, on fonctionne plus avec essaie de réengager les gens, très rarement avec arrêter. Il y en a des gens à qui vous envoyez que l'adresse électronique est juste plus valable ou qui vont plus dans leur cette boîte-là. Mais on peut pas le savoir. Donc, mais il y en a d'autres qui vont voir votre message puis que, à un certain moment donné, surtout, tout dépend dans quel contexte vous êtes. À un certain moment donné, ils vont peut-être dire, OK, oui, maintenant, je suis rendu là et j'ai besoin. Mais il n'y a pas de fréquence. Mais moi, je dirais, pour le moment, gardez vos contacts, travaillez avec vos contacts, regardez pour faire des campagnes de réengagement. Mais je ne pense pas que c'est le timing pour faire des campagnes de si tu ne cliques pas, j'arrête de communiquer avec toi. Non, il faut essayer de déconserver au maximum. Exact. Allô? Excusez-moi, j'ai eu un petit problème technique. J'ai tout perdu pendant une seconde. Est-ce que vous avez pu prendre la question sur la fréquence d'envoi? J'ai juste vu le début, j'ai pas tout vu ta question. OK, ça disait, avez-vous des suggestions de propositions pour des fréquences d'envoi? C'était ça. Non, comme je disais tout à l'heure, c'est basé sur chacun de vos clients. On a fait une petite analyse avec un client récemment et il y avait des semaines où il envoyait jusqu'à 10 communications par semaine, mais ça mélangeait quand même les communications administratives. Mais quand on a comme retiré les communications administratives, on s'est rendu compte que pour les clients qui sont engagés, recevoir 6 communications par semaine, ça leur dérange pas. Les taux d'ouverture sont super bons, les taux de clics sont super bons. Les gens qui recevaient 1 ou 2 messages par semaine, qui sont beaucoup moins engagés, eux autres, c'était ceux qui avaient le moins de taux d'ouverture, le moins de taux de clics. Donc, c'est plus de vous adapter avec votre client, avec la relation que vous avez, parce qu'il y en a que c'est correct. Si vous avez un super engagement avec des clients, c'est correct. D'autres, c'est faire des tests, évaluer. Il n'y a pas de, malheureusement, c'est vraiment basé sur ce que vous avez comme relation. C'est un peu la même chose que quand quelqu'un me pose la question, c'est quoi un bon taux d'ouverture? C'est quoi un bon taux de clic? Je dis toujours aux gens, comparez-vous, analysez-vous avec vous-même, analysez vos données parce que j'avais dans le temps, on avait un client dans le temps qui est un client qui fait des communications, donc c'est un média là, qui envoie de l'information. Il envoie tous les jours et c'est lui qui avait le plus haut taux d'ouverture de tous mes clients. Mais il y avait une clientèle très, très engagée. Donc, les gens avaient de l'intérêt, c'est une association en fait. Donc, je peux pas dire que 80% de taux d'ouverture comme lui avait, c'est normal. Parce qu'habituellement, on va être plus, ça dépend même, j'en avais qui était à 5% qui envoyait une fois par mois. Donc, il n'y a pas, c'est vraiment tester la fréquence, tester les contenus. C'est des tests qu'il faut qu'on fasse. Puis, s'il faut, faites-le auprès. Commencez à le faire peut-être, utiliser votre RFM, là, récence, fréquence, puis monnaie pour identifier vos bons clients. Puis essayez de voir si vous pouvez augmenter auprès de ces clients-là. Ouais. Ou à l'inverse, si vous envoyez beaucoup, essayez de voir sortir ceux qui ont pas fait d'achat, qui n'ont pas fait beaucoup d'actions, puis de diminuer le nombre d'envois. C'est la seule stratégie ou le seul conseil que je peux vous donner.
Il y a peut-être aussi de regarder par rapport à des centres de préférence aussi, de demander aux clients combien de communication, puis gérer les préférences. Mais là, c'est sûr qu'il faut être capable de suivre cette gestion de préférence-là, mais ça peut être aussi une option. Mais le test. Tu me fais penser à ça. Ouais, tu me fais penser à ça. On l'avait développé à un moment donné avec, on l'a développé pour un client. Les gens peuvent, par exemple, j'ai des articles de blog et les gens peuvent s'inscrire, dire je veux recevoir, à chaque semaine, il y a un article. Je veux recevoir à chaque semaine mon message, je veux le recevoir aux 2 semaines ou je veux recevoir une fois par mois. Et ce qu'on avait fait, c'est qu'à chaque semaine, il y avait le contenu de l'article de la semaine. Celui qui recevait aux 2 semaines, il y avait les 2 dernières semaines. Et celui qui demandait de recevoir au mois avait une fois par mois les contenus intégrés. Donc, c'est des... Mais c'est ça, mais les centres de préférence, Sophie, il faut faire attention parce que c'est pas nécessairement les gens qui disent à un certain moment donné, c'est pas, on change beaucoup, il y a beaucoup de choses qui évoluent. On avait fait le test au début des années 2000 avec un client, puis souvent, ce que les gens vont vous donner leur information du moment, mais ça veut pas dire qu'elle va pas changer avec le temps, ça veut pas dire que les intérêts, ça veut pas dire que son engagement avec la marque va pas changer. Donc, il faut juste faire attention. Il faut toujours aller leur valider, c'est sûr et certain. Ouais. Le déclaratif, c'est toujours quelque chose qu'il faut valider parce que effectivement, comme tu dis, les choses changent. Quand on va vers cette option-là, il faut se dire, ben ça va me prendre une stratégie pour aller valider mes choses versus quand c'est le transactionnel qu'on l'analyse par rapport à ton action ponctuelle, ben c'est sûr que tu le vis, tu le fais, donc tu me le démontres vraiment. C'est quand on prend une option, ben c'est de regarder comment on le met vraiment en application à ce moment-là. Exact. Bon, super. Alors, il est déjà midi et puis j'ai pas d'autres questions à date. S'il y en a qui veulent... Ah, merci. Denis Martel. Salut Pascal. Salut Denis. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions qui se pointent dans les prochaines secondes, je vais vous remercier à tous d'avoir participé. Merci Pascal et Sophie d'avoir pris le temps de parler aujourd'hui. Et je vous rappelle encore une fois que la présentation va être envoyée par courriel, enregistrée. Elle est enregistrée, envoyée par courriel. Je ne sais pas s'il va y avoir un petit gap dans l'enregistrement vu que j'ai perdu un petit moment de mon côté. Je vais vérifier ça tout à l'heure dans la plateforme. S'il y a lieu, je m'en excuse d'avance. Donc, c'est tout pour aujourd'hui. Merci. Au prochain webinaire. Merci. Bye bye. Au revoir.